bienvenue dans Qu'est-ce qu'on food ? Il est midi, vous avez faim, ça tombe bien, nous aussi. Et pour cette nouvelle émission, nous avons une invitée assez particulière qui travaille au fooding. Bonjour. Victoire Louap, donc qui est responsable de la communication au fooding et que nous recevons à l'occasion des 15 ans du fooding, qui va pouvoir nous en dire un peu plus sur tous les événements qui vont se passer et sur toutes les choses très gourmandes qui vont arriver. Au sommaire de cette émission, des restaurants, bien sûr, des restaurants fooding, des restaurants assez nouveaux, un plutôt coréen et l'autre très féminin. Et puis ensuite des produits à goûter, des produits pour l'apéro, des produits pour le pique-nique, et puis un peu de bulle parce que comme c'est les 15 ans du fooding, ça se fête avec un peu de champagne. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food. On commence tout de suite avec deux adresses et pour commencer, je vais vous présenter Le Servant. Alors Le Servant, c'est dans le 11e, ça fait partie de ces restaurants qui ont été assez vite repérés par le fooding, justement. Et à la tête de ce restaurant, nous avons deux femmes, deux sœurs qui s'appellent Katia et Tatiana Leva. Il se trouve que Tatiana est aussi la femme de Bertrand Grébau, un autre chef très fooding. Un jour, on dira que Bertrand est l'époux de Tatiana, enfin le compagnon en tout cas, parce qu'ils sont pas mariés. Mais oui, parce qu'effectivement Tatiana monte. Exactement. Elle monte. Et quand on va manger au Servant, on comprend pourquoi elle monte, c'est justifié. Alors déjà le cadre est assez sympa, c'est assez simple finalement, un peu bistrot comme on les aime, un peu à l'ancienne, avec une cuisine complètement ouverte. Donc on les voit travailler, ouverte sur la salle, mais aussi ouverte sur la rue. Absolument. Parce que quand on passe dans la rue, il y a une grande fenêtre. Exactement. Et on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Dans l'assiette, c'est assez chouette, ça commence avec des zakouskis. Qu'est-ce que c'est les zakouskis ? Plein de petites assiettes. Son plat vraiment que tout le monde adore, c'est des coques fait un peu comme ça à l'asiatique. C'est très relevé, il y a du basilic thaï. C'est vraiment délicieux et donc on peut partager plein de petites assiettes avant de commencer le repas. Moi j'avais adoré le ravioli de boudin noir. Oh là là, alors ça, dans le genre canaille, je crois qu'il y a pas plus. Et donc, Tatiana, elle est très inspirée par ses origines philippines. C'est pour ça qu'elle travaille pas mal les produits et les saveurs asiatiques. Mais elle a quand même une sacrée formation puisqu'elle a travaillé chez Alain Passard à l'Arpège et chez Pascal Barbeau à l'Astrance. Donc, deux chefs 3 étoiles, forcément. Tout de suite, ça met les points sur les i. Donc, pour aller découvrir Le Servant, c'est 32 rue Saint-Maur dans le 11e. On vous conseille d'y aller avec plein de copains pour partager tous les zakouskis avant de se faire un bon petit plat. Et réserver parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une table. C'est vrai, en plus. J'espère qu'ils sont... Je sais plus s'ils sont vers le lundi, mais s'ils sont vers le lundi, c'est le bon plan. Pas le week-end en tout cas. Bon. Seconde adresse, une adresse tout aussi fooding, beaucoup plus récente, me semble-t-il. C'est ça. Dans la veine asiatique, mais différente. Cette fois, on part en Corée. Elle a ouvert il y a 1 mois, ça s'appelle Hero. Et ça a été créé par la team qui était déjà derrière plein de blockbusters, le Candelaria, le Glace, le Marie-Céleste. Des bars plutôt à cocktail. Exactement. À chaque fois, il y a beaucoup de cocktails, mais des petits plats, une ambiance très différente pour chacune de ces 3 adresses. Et pour Hero, c'est du coréen, mais pas du tout le coréen typique. Ici, il n'y aura pas de bibimbap. Il n'y a pas les raviolis grillés ? Non, absolument. D'ailleurs, quand on y rentre, c'est très bétonné, c'est très urbain, on ne se croit pas du tout dans un restaurant asiatique. Il y a un bar à cocktail en bas et on monte et on découvre plein de petites tables avec du poulet frit coréen qui est leur... Ça, c'est leur plat signature. Exactement, c'est leur KFC à eux, Korean Fried Chicken. Envie. Exactement, il y a plusieurs déclinaisons, du pimenté au pas pimenté du tout. Et plein de petites assiettes qui sont moi ce que je préfère. C'est quoi ces petits sandwichs qu'on voit là ? C'est des petits sandwichs type buns ? Ça, ce sont des buns, exactement. Des pork buns. Il y a également une salade de méduse qui est incroyable. Salade de méduse. Alors ça, faut oser, hein. Et ils font également un Korean mac and cheese avec du kimchi. Waouh. Et leur combo qui s'appelle YOLO, c'est un grand poulet frit avec du champagne. Bon, ça a l'air pas mal, ça. Et donc, Hero, c'est 289 rue Saint-Denis, dans le 2e. Et ça a l'air assez sympathique. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça ? Des cocktails aussi ? Oui. Oh, bien sûr, bien c'est sûr, les signatures de l'adresse. Absolument. Et effectivement, donc ces deux adresses sont référencées dans le fooding. Dans le fooding, absolument. Alors justement, Victoire, est-ce que tu peux
te présenter et nous présenter le fooding. Je m'occupe donc de la communication du fooding et j'ai également été chroniqueuse pour le dernier guide. Le fooding, c'est un guide de bonnes adresses qui existe depuis 15 ans, qui a pour volonté d'aller depuis le meilleur sandwich jusqu'à une table bien plus 3 étoiles dans le cliché. Et nous fêtons nos 15 ans cet été, en juin, 5, 6, 7 juin, pour célébrer donc 15 années de guide, de bonnes adresses, de bonnes nouvelles comme on les appelle. Alors le guide du fooding, justement, je crois qu'il y a ce côté un peu décomplexer la cuisine, à la rendre plus accessible, parce qu'on était beaucoup avec... c'est un guide finalement qui a pris un peu le contre-pied du Michelin. C'est ça. Il était un peu révolutionnaire, aujourd'hui il est devenu plus complémentaire. Et c'est une référence aussi aujourd'hui. Oui. Et alors, comment le fooding fait pour dénicher toutes ces petites pépites ? Parfois, c'est au petit bonheur la chance. On tombe devant une adresse qui n'était pas encore dénichée. Parfois, c'est un bon bouche à oreille. Parfois, on a des lecteurs qui nous écrivent en disant « J'ai adoré cette adresse, peut-être que vous allez aimer également ». Donc, les sources sont diverses et variées. Les sources sont diverses. Exactement. En tout cas, à chaque fois, c'est bonne pioche. Alors justement, ces 15 ans, on va pouvoir voir quelques visuels des différents événements, parce que ça va pas être juste un anniversaire où on va manger au restaurant. Non, il va y avoir des vrais événements. Absolument. À chaque fois qu'on fait un événement, il est éditorialisé. Et on raconte une histoire. Et cette année, pour nos 15 ans, on voulait raconter une histoire qui nous tenait à cœur, qui est la revanche des faubourgs. La revanche des faubourgs, c'est hyper cool. Ça fait un peu guerre des gangs. Absolument, mais c'est pas du tout le cas. C'est plutôt une mise en valeur, une manière de célébrer tous ces chefs qui se sont installés dans les faubourgs des grandes villes, qui sont aujourd'hui devenus les quartiers les plus cool pour aller manger. Il y a 15 ans, c'était plutôt l'ouest parisien, le Triangle d'Or. Aujourd'hui, les meilleurs restaurants voient le jour rue de Charonne, à Belleville. Exactement, le Servant, c'est à côté de Père-Lachaise. Et c'est le cas partout dans le monde. On va à Londres, c'est à Shoreditch. C'est pas seulement un phénomène parisien, c'est vraiment un phénomène à New mondial. York, il y a Brooklyn ou le Queens. À Los Angeles, il y a plein de quartiers comme ça qui émergent. À San Francisco, c'est Mission District. Vraiment, à travers le monde, on voit que les restaurants les plus cool débarquent des faubourgs. Et donc, c'est pour faire honneur à ces chefs que l'on célèbre... la revanche des faubourgs en juin. Sur 3 jours. Le programme qui est là, exactement. Il y aura plein de chefs internationaux, des DJ également, tous venus des faubourgs. Ça veut dire que tous les chefs vont faire le déplacement rien que pour l'anniversaire du fooding. Absolument. C'est un peu quand même, ça montre l'influence du fooding. Donc l'influence du fooding n'est pas que parisienne, n'est pas que française, elle est carrément internationale. Exactement, on fait venir des chefs de Paris, des chefs de Lyon, de Toulouse, mais également de Bruxelles, New York, San Francisco, Berlin, Los Angeles. Voilà. Et alors pendant ces 3 jours, alors il y a plusieurs choses là. Donc il y a la veillée Foodstock. Absolument. Qu'est-ce que la veillée La veillée Foodstock, ça va être des concerts au coin du feu avec tout le label Because qui sera là. Il y aura Camille, Denai Moore, Ashburns, Tropics qui viendront jouer de manière très conviviale, puisqu'on sera autour d'un feu de camp assez simplement. On va réellement avoir un feu de camp en plein Paris ? On l'a déjà fait plein de fois. Et des braseros en fait. Et donc Et alors le principe du brasero, c'est un feu, enfin c'est un petit mais feu. on fait cuire dessus quelque chose ? Non, pas du tout. Ce sera pour être au coin du feu, donner l'ambiance. D'accord. Et après, les chefs prépareront chacun de leur côté des petits plats. Donc on sera là, on écoutera de la musique, on picorera, on boira un cocktail qu'on a fait spécialement pour l'occasion. C'est la team du Sunken Ship qui va le faire. Et le cocktail s'appelle James, Son of Dublin. C'est influencé par l'Irlande. Et voilà, ce sera... À consommer toujours avec modération, bien évidemment. Mais un petit cocktail au coin du feu, ça a quand même son charme. Voilà, ce sera un seul cocktail, évidemment. Donc le lendemain, c'est une grande fête à Paul-Bert-Serpette, au cœur des Puces de Saint-Ouen. Donc le samedi soir, avec une vingtaine de chefs internationaux, des DJ, Super Pitcher, Nancy Wang de LCD Sound System, Philips Dar. D'ailleurs, on voit que Tatiana fera ses coques au piment et basilic thaï. Exactement. Si vous voulez les goûter, les c'est fameuses. l'occasion. Et donc, voilà, ça c'est samedi soir, le grand fooding. C'est hallucinant. Alors, quand même, il faut lire un petit peu les plats qui vont être faits. Donc, on a le fameux Inaki qui va nous faire un tartare de porc fumé. Alors, ça, autant vous dire que j'en frémis rien que d'y penser. Bertrand Grébeau va nous faire une poitrine de cochon confite vierge
de tomates, vierges de tomates, ok. James Henry Buns va nous faire des œufs de saumon, réfort, brioche. Waouh. Et alors d'autres chefs que moi je ne connais pas. Fancy Pants Borsch de Noah Bernamoff. Alors il vient de New York. Ouais. Noah. C'est quoi le Fancy Pants Borsch? Alors, on ne va pas le dévoiler jusqu'au jour de l'événement. On a d'ailleurs dit ça sur Facebook. Qui pourra deviner ce qu'est le Fancy Pants Borsch? D'accord. Voilà. Donc, il y a bien un jeu. Je ne suis pas la seule à me demander qu'est-ce que ça peut bien être. Peinture. Alors, c'est marrant parce qu'il va y avoir finalement des plats qui vont être très, très street food. D'autres plus travaillés. Chaque chef en fait apporte son identité à l'événement. On n'a rien imposé, c'est eux qui ont proposé de leurs plats et donc ça fait un grand mélange. Donc c'est ça en fait la culture fooding, c'est le mélange des influences, des différentes cultures, la street food, le gastro. Ça fait finalement c'est de ne pas avoir de code en fait. D'accord. Du moment qu'on aime, on en parle. On ne donne pas de notes. Punk, quoi. Peut-être. C'est en tout cas la cuisine libre. Et on ne donne pas de notes. On ne parle d'une adresse que si on l'aime. On n'en parle pas si on n'aime pas. Et les chefs sont libres d'exprimer ce qu'ils souhaitent sans qu'on impose le fait d'avoir une belle nappe blanche ou quoi que ce soit. C'est vraiment libre aux chefs de faire ce qui leur plaît. Alors on a d'autres visuels qui vont continuer à passer derrière nous. Et alors on continue pour ces 3 jours de folie parce que donc on a eu le premier jour la veillée Foodstock. La veillée Foodstock. Derrière on a donc la grande soirée Applebear Serpette. Et on continue le lendemain, donc le dimanche. Il y a 2 événements le dimanche. Il y a un brunch qui s'appelle le Pur Brunch. À l'Hôtel Amour, où en fait... Pas que le chef vient de changer à l'Hôtel Amour. Et bien là, on amène des chefs. D'accord. Directement. Il y a un chef pâtissier qui vient de Londres, du St. John's Bread and Wine, qui fera des madeleines. Et Marc Bretillot, qui est un designer culinaire. Tout à fait. Qui va jouer avec la nourriture. Qui fait manger avec des grandes fourchettes. Voilà. Ouais. Et bien là, il va laisser parler sa créativité et en fait montrer le côté très sourcé de ce brunch en montrant la provenance de chacun des produits. Donc, chaque chose sera marquée du nom du producteur ou du lieu de production pour vraiment prouver... Ça, c'est vraiment une volonté fooding aussi, de valoriser les producteurs. Alors, c'est un peu la nôtre et c'est aussi beaucoup celle des chefs aujourd'hui qui sont un peu dans cette tendance qu'on appelle naturaliste, qui est de mettre en valeur le produit, avoir des circuits courts et connaître les producteurs. Et donc, clôture des festivités sur un priceless souper. Chez La Pérouse, dans les salons privés. Wow, alors La Pérouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une adresse emblématique, historique de Paris, avec ses célèbres petits salons. Et en fait, les petits salons sont d'époque. À l'époque, je dirais 18e. Ouais. Et quand on va dans ces petits salons, il y a des très grands miroirs. C'est assez chargé comme décor, un peu type Belle Époque. Et si vous regardez près sur les miroirs, il y a des rayures qui ont été faites avec des diamants. Parce qu'en fait, les femmes qui se faisaient emmener par des hommes dans ces petits salons, où ça batifolait gentiment, quand on leur offrait un bijou, elles testaient le diamant sur le miroir pour voir si c'était un vrai. Exactement. Je suis très déçue, j'ai déjà mangé, mais on m'a pas offert de diamant. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et il y avait même des petits couloirs qui reliaient directement La Pérouse avec le Sénat pour pouvoir y aller sans être vu par l'extérieur. Ouais, je veux même pas imaginer ce qui se passait là-dedans. Et donc là, du coup, on va dans le centre de Paris, non plus dans les faubourgs, mais on va un peu rompre les codes et amener des chefs faubourgeois dans cette institution complètement bourgeoise, un peu avec un dernier dîner pour finir ce week-end de festivités. Super. Alors, tout ça est bien évidemment ouvert au grand public. Absolument. Les places sont déjà en vente. D'accord. Il suffit d'aller sur lefooding.com et les places sont disponibles. Et alors, on peut acheter le pack global, on peut acheter juste un événement. Oui, il y avait un pack global en édition limitée jusqu'à mercredi et désormais, les places sont en vente individuellement de 26 à 100 € selon l'événement. Et donc, on espère qu'il y a encore des places parce que c'est un reproche qu'on fait parfois au fooding, c'est qu'ils sont assez souvent victimes de leur succès et les places se vendent mais à une vitesse pour certains événements, notamment les priceless soupers, en quelques minutes, toutes les places sont vendues. Là, on vous souhaite à tout le monde de réussir à avoir des places. Il y aura peut-être plus de places aussi. Il y a 2500 personnes le samedi. D'accord. Donc, normalement... Non, là, vous avez peut-être une petite chance de choper votre sésame, mais alors dépêchez-vous. Vraiment. Et alors, quand on travaille au fooding,
qui est donc à la fois un guide, qui organise les événements. C'est quoi exactement le rôle de la responsable de la communication au fooding? C'est quoi la journée type? Ce que je dis souvent, c'est que je peux pas répondre à cette question parce que justement, il n'y a pas de journée type et c'est pour ça que c'est génial. Il n'y a pas un seul jour qui se ressemble. Ça peut être aussi bien faire la promo de notre nouvelle appli qu'on vient de lancer où il y a des hôtels, des restaurants et tout ça qui est mis à jour chaque semaine. Ça peut être faire la promotion du guide lorsqu'il sort. Après, il y a tout un éventail d'événements, les Priceless Soupers chaque mois, cette grande célébration pour les 15 ans. C'est gérer aussi les réseaux sociaux, puisque on est très très présent Facebook, Twitter et surtout Instagram en ce moment, puisqu'on cherche Vous avez beaucoup développé Instagram. Oui, on fait une sorte d'appel à contribution. On va chercher au sein de nos followers Instagram la personne qui va photographier pour Instagram notre food porn star pour les 15 ans. Oui, alors c'est quoi exactement? C'est un jeu concours, ça? Sur Instagram, on a demandé aux gens de mettre un hashtag fooding15, tout simplement, sur leurs photos qu'ils prennent de nourriture évidemment, pour ensuite nous sélectionner la personne qui va venir shooter avec un ami gratuitement pendant tout le week-end les événements. Voilà, autant vous dire que moi en sortant d'ici directement je vais sur Instagram et je rajoute un hashtag à toutes mes photos en espérant, en croisant les doigts pour être sélectionnée. C'est super de pouvoir donner ça comme occasion à finalement un passionné de gastronomie, un foodie. Bien sûr. Aller vivre de l'intérieur. Le fooding depuis 15 ans a toujours su dénicher des nouveaux talents, que ce soit chez les chefs, chez les musiciens ou autre part, chez des graphistes. Donc autant donner la chance à quelqu'un parmi nos followers. Ah, c'est super. Et alors, est-ce que c'est pas fatigant parfois toute cette nourriture, de travailler tout le temps dans la food? Quand on adore ça, ça devient un peu notre vie personnelle en fait. Donc il faut être passionné. Oui, c'est certain. Je pense que tous les gens qui travaillent avec le fooding, pour le fooding, en lien, que ce soit de proche ou de loin, sont tous des gens passionnés. C'est pour ça qu'on les choisit, c'est pour ça qu'on est choisi. Et c'est sûr que la passion est importante. Et alors, comment aujourd'hui tu vis au quotidien justement cette passion? Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? C'est tout le temps au restaurant en train de prendre des photos? Alors avant, j'en prenais jamais et aujourd'hui, j'en prends. Et le virus. Je me souviens de Gagnère un jour qui avait dit mais surtout, il faut manger vite parce que après le plat est détérioré si on prend la photo et qu'on prend Exactement, dans le reportage de Canal+, on le voit dire ça dans l'Amour Food. Et il dit le plat c'est instantané, et attendre, prendre une photo, c'est trop dommage. Mais non, au quotidien, ça se traduit par des super restaurants, aussi bien pour du perso, en famille, pour le boulot, voilà, une passion dans la tête et dans l'estomac. Une passion dévorante. Voilà. Exactement. Oui, on comprend, hein, on partage un peu la même passion ici à Qu'est-ce qu'on food. Donc le fooding, pour rappeler les dates, c'est 5, 6 et 7 juin. 7 juin. Il y aura donc en tout 4 événements. Absolument. C'est les 15 ans, joyeux anniversaire le fooding. Et les places sont en vente sur lefooding.com. Les places sont en vente et on salue quand même toute l'équipe qu'il y a derrière. Donc bien sûr. Alexandre Camas, Marine Bidot, voilà. Valentine, Marie, Christine, Pamela, tout le monde. Tous ces gens-là qui bossent pour faire... pour partager cette passion et pour vous faire vivre de grands événements. On vous invite aussi bien évidemment à acheter le guide et à télécharger l'appli. Je pense 2 indispensables pour tout foodie qui se respecte. L'appli est assez pratique, vous géolocalisez. Ça c'est génial. Quand on est dans un quartier qu'on ne connaît pas, ou même dans une ville qu'on ne connaît pas. Absolument. Exactement. Et il suffit d'appuyer sur la géolocalisation et on voit ce qu'il y a autour. Et on voit si c'est ouvert. Absolument. L'application montre aussi bien les hôtels que les restaurants, donc c'est pratique aussi pour partir en week-end. Il reste encore quelques ponts pendant le mois de mai, autant en profiter. C'est ça. Voilà pour cette partie restaurant et découverte donc du fooding. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Génial. Alors, petit rappel, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag Qu'est-ce qu'on food, sur Twitter évidemment, et puis on salue tous ceux qui nous regardent sur les box, puisque Wesh TV est présent à la fois sur SFR, Free, Bouygues et Orange. Les numéros s'affichent en bas de l'écran, je vous laisse les consulter.
On continue, ma chère Victoire, avec les placards, puisque, comme d'habitude, nous allons vous présenter quelques nouveautés gourmandes. Comme c'est bientôt l'été, que c'est le retour des beaux jours, on pense à deux choses. On pense apéro entre copains, et on pense pique-nique. Et quels sont les deux éléments indispensables du pique-nique et de l'apéro? Les chips. Et le pâté? Et les cornichons. Le pâté a aussi son importance, mais pour accompagner les cornichons. Nous allons donc d'abord commencer par des chips. Alors, assez rigolo. Les chips Twirbers. Exactement. Je connais un jeune garçon qui serait très heureux de voir ça. Oui, même pas jeune. Moi, j'ai un copain qui a essayé de me les voler à la maison quand il les a vus. Elles sont partir géniales. Discrètement avec. Donc en fait, c'est Too Good Kids qui a lancé ça. Le principe de ces chips, c'est que ce sont des chips de pommes de terre qui sont soufflées et elles ne sont pas frites. Donc résultat, c'est moins fort en matière grasse et très important, c'est sans gluten. Toujours. Je crois que chips sont des pommes de terre. Ouais. Ah, les pommes de terre, c'est toujours sans gluten? Toujours. Bon alors ok, bon, alors là j'ai appris quelque chose. Non mais ça veut dire qu'ils le marquent parce que c'est vraiment devenu une tendance. Parce que oui, c'est ça. Parfois on voit sans gluten sur des choses de maïs ou de riz alors que c'est naturellement sans gluten. C'est sans gluten. Mais c'est bien de le rappeler parce que peut-être que des gens auraient pu avoir peur. Effectivement. Bon donc les chips c'est autorisé pour les gens qui sont allergiques au gluten. Nous allons les goûter. Alors il y a deux goûts. Il y a donc Dark Vador qui est goût nature et là on a Yoda goût croque-monsieur. Et moi je propose qu'on goûte Yoda goût croque-monsieur parce que ça m'intrigue depuis un petit bout de temps. C'est quand même plus sympa de manger Yoda que Dark Vador. Ouais, je suis d'accord, il y a un truc beaucoup plus positif que la force soit avec toi, tout ça. Enfin... Est-ce qu'après avoir mangé une chips, on va se mettre à parler à l'envers? On pourrait faire tout le reste de l'émission comme ça. Ça serait assez sympa. Et le troisième goût que je n'ai pas sur le plateau, qui est un goût tomate, me semble-t-il, et avec en personnage Stormtrooper, c'est-à-dire les grands robots blancs. Les soldats blancs, exactement. Tu les connais en Star Wars? Ah bah oui, quand même. Je t'ai élevé au biberon avec Star Wars. Alors, tac, nous sommes donc sur un goût croque-monsieur. Évidemment, c'est fait plutôt pour les enfants, mais pour les grands enfants, ça marche aussi. Et effectivement, avec le goût du croque-monsieur. Alors, ils ont bien mis végétarien parce que ça veut pas dire qu'il y a du jambon. Hein. Ouais. Mais ça a le goût à la fois du fromage et du jambon. Fromage fondu. Ouais, fromage fondu, tout à fait. C'est assez sympa, c'est très léger. Oui. Ça croustille, c'est fondant, sinon c'est bien. Et effectivement, c'est beaucoup moins gras. Enfin, beaucoup moins gras, ça reste quand même des chips. Hein. Ne croyez pas que vous allez maigrir en mangeant des Too Good Kids, mais effectivement, c'est beaucoup plus sain. Et pour un encas, notamment pour les enfants, ça me paraît tout à fait intéressant comme produit. Et donc, celle-là, vous les trouvez en supermarché au prix de 1,79€. Et c'est de la pomme de terre soufflée. Que la force soit avec toi. Moins gras et cette chips. Oui, absolument. Toujours dans l'esprit pique-nique. Cette fois, nous passons sur des cornichons. Alors, le cornichon, ça peut paraître tout con. Le cornichon, on se dit, un cornichon, c'est un bête cornichon. Mais non, il y a des très bons cornichons et des cornichons qui sont moins bons. Et donc là, c'est les Jardins d'Orange qui nous ont sorti une gamme avec le chef Marc Vera. Qu'on connaît tous, qui a été... avec son grand chapeau. Avec son grand chapeau, exactement, qui a été chef étoilé et qui l'est toujours, d'ailleurs, me semble-t-il, malgré le fait que son restaurant est brûlé. Nous nous souhaitons beaucoup de courage pour le reconstruire. Et donc, avec le Jardin d'Orange, ils sont associés pour faire des cornichons qui, ma foi, sont assez intéressants. Il y a ceux à picorer tout seuls, qui sont aromatisés. Donc là, nous avons au balsamique, mini cornichons au condiment. Et il y a ceux qu'on peut aussi utiliser pour l'assaisonnement. Alors, je propose qu'on goûte, de manière assez crue, ceux qui se picorent comme ça, qui sont donc au balsamique. Et il y a d'autres goûts, il y a aussi hot, piment et je ne sais plus quel est le troisième, mais il y a plusieurs goûts. Tac. Petit cornichon. Ils sont tout petits. Il est mini, à picorer. On sent le côté sucré du balsamique. Ouais. Alors je pense que c'est bien pour les gens qui trouvent parfois que le cornichon c'est trop agressif. Là c'est très doux, il est bien croquant et ça se picore effectivement assez facilement. La deuxième, alors là c'est les cornichons un peu plus grands, format qu'on connaît un peu mieux. Et là ils sont extra fin doux aux 3 herbes. Alors, on va goûter aussi.
petit cornichon. Alors finalement, le cornichon, ça se picore à l'apéro comme ça. Ou en salade, ou sur un toast. Super doux. Nous, on va les tester avec un peu de pâté. Et là, moi, j'ai une passion pour les sandwichs. Notamment quand je pars pique-nique. Et l'autre allié incontournable des sandwichs, pour moi, c'est la Savoura. Alors, je crois qu'on peut le dire, il y a pas mal de chefs qui utilisent la Savoura. Pas mal de chefs, notamment du fooding. J'en ai déjà vu en cuisine. Parce que finalement, c'est un condiment qui est assez unique, qui existe depuis un paquet d'années, 1899 très exactement, et qui est très parfumé, sans être trop épicé. Donc moi, je trouve que dans le sandwich, c'est toujours sympa. Donc, je vais me faire une petite tartine avec un peu de Savoura et un peu de terrine de campagne et finir par un cornichon, parce que ça me paraît être la recette quand même la voilà la terrine. Oui, la voilà la terrine parfaite de l'apéro. Tac, tac. Est-ce que tu veux goûter un peu de terrine avec un cornichon? Oui, avec plaisir. Tac. Hop. Tchic. Je te laisse attraper. Parfait. Hop. Donc, le cornichon, bien évidemment, ne se croque pas juste comme ça. Il s'utilise pour la recette. C'est vraiment très doux. Ça marche super bien. L'intérêt d'avoir un cornichon avec une terrine, c'est que la terrine, c'est très gras. Je parle la bouche pleine, mais vous m'en voudrez pas. Et qu'avec le cornichon... L'acidité va aider à balancer le gras. Ça équilibre vachement. Et c'est vachement bon comme ça. Donc, les cornichons du jardin d'Oran, comme la Savoura d'ailleurs, vous les trouvez en supermarché. Donc ça, c'est pratique. Et les cornichons, c'est 1,95 le petit et 2,90 le grand. Tout ça sous l'égide de Marc Vera. On croque bon. Alors, il y a une autre marque de cornichons auquel je pense, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui est le dernier cornichon français. Oui, de la maison. Cyril Lignac qui m'en a parlé parce qu'il s'est passionné pour les cornichons en me disant tu te rends compte qu'il n'y a plus qu'une seule personne. Cyril Lignac Oui. Cyril Lignac, c'est spécialisé dans les cornichons? Non, pas lui. Enfin, en tout cas, il s'est pris de passion pour ce sujet. Et il m'a dit tu te rends compte, la plupart sont quand même faits en Inde et il n'y en a plus qu'une seule qui se fait en France. Et cette maison s'appelle la maison Marc de Souvenirs. Et on la trouve à un autre endroit dont on parlera dans une prochaine émission, qui s'appelle la maison Plisson. Ah oui, bien sûr. Qui vient d'ouvrir boulevard Beaumarchais. Exactement, que je pense le fooding a dû peut-être référencer. On l'a annoncé depuis longtemps et en fait le prochain guide sort en novembre, donc pour l'instant je ne sais pas les adresses. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la maison Plisson? On profite pour faire un petit rappel. C'est une sorte de grand concept store orienté autour de la food où on peut acheter plein de produits qui sont tous très bien choisis, par Madame Plisson d'ailleurs, qui porte le même nom. Et on peut également s'installer là-bas avec les beaux jours pour prendre un café, manger un morceau. Donc finalement, c'est un genre de supermarché très gourmet. Oui, c'est un peu une amie qui a dit c'est comme la grande épicerie, sauf qu'on ne s'y ruine pas. Jolie définition, je trouve, je suis assez d'accord. Alors, on continue sur les produits avec une huile d'olive. Une huile d'olive assez particulière. Est-ce que tu apprécies l'huile d'olive? Bien sûr, je suis du sud de la France, donc obligée. Alors, il s'agit d'une huile d'olive faite par l'huilerie Covin. Je te laisse la humer, que tu me dis déjà ce que tu en penses. Donc, en fait, cette huile est issue d'un terroir en Catalogne. Et la variété d'olive s'appelle très exactement l'Arbequine. Et donc, il y a une sélection faite par la maison Covin pour vraiment sélectionner les meilleures olives et obtenir une huile de grande qualité, parce que finalement l'huile c'est comme le cornichon, il y en a plein les rayons, mais on ne sait jamais quelle est la bonne, d'où ça vient. Ouais. Exactement. Donc là ils ont vraiment voulu faire quelque chose de qualitatif, donc c'est évidemment pressé à froid, extrait à froid, même on dit extraction à froid, et elle est très fruitée avec des notes un peu d'amande. Alors je propose qu'on la goûte. Moi j'ai un petit faible. Alors je m'enfile rarement de l'huile directement à la cuillère. Bon, il y a des gens qui peuvent faire ça, moi j'aime pas trop. Par contre j'adore l'huile avec le parmesan. Ah ben on va goûter ça, j'ai jamais essayé.
C'est très italien. Ils mettent toujours une petite coupelle d'huile à l'apéro, à la place de notre beurre. Et en fait, on a un peu de parmesan et on trempe dedans. Voilà, donc on va tester cette petite association. Et j'aime bien parce que ça permet de... on sent quand même le goût de l'huile. Et ça assaisonne, ça adoucit le côté salé du parmesan. Exactement. Hop. Là, c'est bien juste souligner le côté salé gras du parmesan. Et ça apporte un peu de fraîcheur, en fait, avec l'huile d'olive. Assez bien. Donc, c'est une très bonne huile qu'on vous conseille pour assaisonner les salades, pour déguster. C'est pas forcément une huile, vous pouvez l'utiliser pour la cuisson, mais moi, je trouve ça dommage. Je préfère l'utiliser pour une vinaigrette, pour une mayo, pour quelque chose où on a besoin d'avoir ce goût de l'huile vraiment pure. Et donc vous la trouvez pareil en supermarché, 9,95 un litre, ou le petit 50 comme ça, 7,90. C'est aussi un beau cadeau à faire pour tous les amateurs de bons produits. J'aime bien aller, quand je vais dîner quelque part, plutôt que d'apporter une bonne bouteille de vin, j'apporte une bonne bouteille d'huile d'olive. On me l'a fait une fois. On m'a apporté un très bon vinaigre et j'étais super contente en fait. Ça se garde plus longtemps. Exactement. La bouteille, on va l'ouvrir, on va la boire. C'est avec modération bien entendu. C'est toujours un plaisir de partager, mais avoir l'huile ou le vinaigre, après, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on cuisine, on pense à la personne. Absolument. Donc un cadeau sympa. Après la partie salée, nous allons partir sur le côté sucré. On enchaîne, alors c'est toujours un peu dur, on va boire un petit peu d'eau. On part sur des chocolats. D'accord. Des chocolats d'une maison qu'on connaît bien et qu'on apprécie plutôt beaucoup ici sur Watch. C'est la maison Pierre Marcolini. Et ils viennent de sortir un coffret en édition limitée. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette espèce de foulard. En fait, ça reprend le principe des bento japonais, qui sont toujours entourés comme ça d'un tissu, un tissu coloré et noué comme ça sur le cou. Et donc là, Pierre Marcolini s'est associé à la maison Kitsune. Et Kitsune, en japonais, ça veut dire renard. Ça veut dire renard. D'où, en fait, on va pouvoir le voir mieux dans quelques instants dès que nous avons dénoué le package. D'où en fait les renards présents un peu partout sur la boîte. Je t'invite à défaire le nœud porte en plus un nom particulier. Le nœud c'est furoshiki et le tissu c'est tenugi. Voilà, rien que ça. Et donc quand on ouvre ce petit foulard absolument adorable, avec donc, vous l'avez compris, des renards un peu partout, on a une boîte avec des renards. Et le renard grandit. Et le renard, il grandit. Et donc, je m'accroche le petit foulard du coup. Hop. Oui, le renard grandit. C'est super mignon. Hop, en fait, on l'ouvre comme ça et hop, le renard grandit. Et à l'intérieur, bien évidemment, des chocolats Pierre Marcolini. Alors, tac. Vas-y, je te laisse ouvrir ça. Avec plusieurs étages. Alors là, on trouve les chocolats signature de Marcolini, qui sont donc les petits cœurs, avec les goûts différents. Je te laisse goûter un petit chocolat. On dit jamais non à un petit chocolat. Et en fait, la boîte existe en plusieurs... je vais y arriver. En plusieurs modèles. Il y a chocolat, mais il y a aussi macaron. Et donc là, on a les chocolats cœurs. Alors moi je suis tombée sur un mangue chocolat blanc. Toi t'avais quoi? T'as l'air d'être framboise et oui absolument, aux fruits rouges, c'est ce que j'allais dire. J'hésite à dire cerise. Et quand on descend les étages, parce qu'il y a quand même 3 étages dans cette boîte magique, on a les chocolats de fèves de différentes origines, Équateur, Venezuela, etc. Et quand on descend encore tout en bas, on a des petits palais, petites pralines en fait. Donc vous l'avez vu, c'est absolument adorable. C'est évidemment en édition limitée avec la maison Kitsune pour cet été. On vous invite à aller dans toutes les boutiques Pierre Marcolini pour vous procurer ce délicieux coffret à déguster, à partager, à offrir aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on aime beaucoup l'association.
Très joli. Ça très, très sympa. Puis le coffret est vraiment, vraiment beau. Et vous pouvez bien évidemment le garder ensuite pour faire une boîte à bijoux. Ou une boîte à notes de frais. C'est moins rigolo, mais vous pouvez aussi si vous voulez. Et donc cette boîte, on la trouve au prix de 31 € quand elle est remplie de macarons et 41 quand c'est des chocolats. Voilà, donc c'est vraiment l'association de la haute chocolaterie et de la haute couture, et moi je dis oui. On continue sur le sucré avec quelque chose de beaucoup plus simple, mais de très régressif. Est-ce que vous connaissez les bonbons Magnifica, ces bonbons au caramel Alors moi j'avais une fâcheuse tendance à les croquer pour avoir le cœur coulant qui arrivait plus vite. Je sais pas si tu sais pareil. Non, bon. Je connais pas. Alors, je vais découvrir ça aujourd'hui. Voilà. Et là, ils viennent de lancer un nouveau produit, toujours avec caramel, mais différent, parce qu'en fait, cette fois, on a le caramel tendre à l'intérieur, donc on n'est plus sur du coulant, on est sur du tendre, et c'est entouré d'une fine couche de chocolat. Ça s'appelle Tendre Choco. Et alors on va le manger, vous allez nous pardonner parce qu'on va en avoir plein les dents pendant 5 minutes, mais c'est particulièrement bon. C'est le genre de petit truc qu'on picore au bureau, l'air de rien, sans s'en rendre compte. C'est un peu dangereux, donc je vous conseille de ne pas laisser le paquet sur la table. Mais c'est quand même vachement bon. Et ça colle aux dents. Colle aux dents. Donc le caramel, moelleux, enfin tendre, et couche chocolat noir. L'alliance des deux, c'est juste... Et ce qu'on aime bien chez Magnifica, c'est que c'est au beurre et à la crème fraîche, donc c'est vraiment très gourmand. Le temps d'une courte pause, et on se retrouve avec justement la partie boisson. Alors on mâche, on est désolé. On a plein les dents. Ça se marre en régie, c'est pas sympa. Mais je vais réussir le temps de finir, voilà. Et après on va pouvoir... Alors comme c'est l'anniversaire du pudding, du coup je vous ai sélectionné un petit champagne. Est-ce que tu connais Champagne Payé ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est bien, ça va être l'occasion. Je crois que j'y arrive à la fin. D'un côté, vous pouvez pas en manger 10. C'est bien. Ça prend 2 heures que vous en mangez 10. Ça occupe, hein. Ça fait mastiquer. C'est bon, j'ai réussi. Donc, Champagne Panier. C'est une petite maison dont j'aime bien les champagnes parce qu'ils sont bien faits avec toujours de l'élégance, de la fraîcheur, enfin quelque chose d'assez joli. Et là, en fait, on est sur la cuvée extra brut. Et j'ai sélectionné cette cuvée parce que le pudding, c'est quelque chose, comme vous l'avez compris, qui est plutôt dans la naturalité, dans le produit brut, le respect des produits, le respect des terroirs, le respect des saisons. Tous ces chefs qui sont sélectionnés par le pudding ont en tout cas cette philosophie. Et généralement, ils travaillent avec des vins qui sont dans la même veine. Des vins généralement plutôt nature, bio, etc. Alors, je vous ai pas sélectionné un champagne bio ou biodynamique ou nature, mais je vous ai sélectionné vraiment une cuvée extra dry qui donc a le minimum de sucre, ce qui permet d'avoir un champagne très droit en bouche. En plus, un côté assez minéral, puisqu'en fait, il est composé à 40% de chardonnay, qui apporte donc vraiment ce côté minéral. Ensuite, on a 30% de pinot meunier. Donc là, ça va apporter plutôt le côté fruité, le côté rond. Et puis enfin, on a 30% de pinot noir. Et là, pour le coup, ça va apporter plutôt le côté structure. Ce qui fait qu'on va avoir un champagne assez présent en bouche, avec beaucoup de fraîcheur, de minéralité, assez élégant, des bulles très fines, et surtout aucun sucre. Donc c'est un champagne qui va pouvoir s'apprécier, par exemple avec tout ce qui est sashimi, tout ce qui est saumon, et pourquoi pas aussi des huîtres, des huîtres champagne extra brut. Moi j'aime bien. Je trouve que le côté iodé, le côté sec comme ça marche assez bien. Donc voilà, c'est un joli champagne qui est pas extrêmement cher par rapport à un champagne, bien évidemment. Il est à 26 €. Donc vous le trouvez dans les cavistes et dans les cavistes évidemment, les bons cavistes. Et bien entendu, on le déguste avec modération, mais on le déguste sur des plats, vous l'avez compris, plutôt iodés. Voilà.
Donc petit coup de cœur et à faire péter le bouchon pour n'importe quel anniversaire, que ce soit celui du fooding ou même sans occasion. Après tout, le champagne, ça se boit n'importe quand. On va refaire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission avec les événements. Alors on l'a compris, l'événement du mois de juin, ça sera le fooding. On rappelle les dates. 5, 6 et 7 juin pour la revanche des faubourgs. 7 juin, la revanche des faubourgs, avec donc un beau programme. Les inscriptions sont ouvertes, donc filez vite sur le site internet vous inscrire. Lefooding.com. Lefooding.com. On aura l'occasion de t'y voir, tu seras présente bien évidemment. Toujours, bien sûr. Toujours bien évidemment, toujours sur les bons coups. Avec donc une jolie sélection de chefs, mais c'est pas le seul événement qui se profile à l'horizon au niveau des chefs, puisque arrive en France un festival anglais. Alors on a un peu honte de le dire, mais ce festival, ça fait 15 ans aussi, quelque chose comme ça, 15 ou 20 ans qu'il existe. Il a mis toutes ces années à traverser la Manche. Pourtant, on est censé être le pays de la gastronomie, la culture gastronomique française, censé être réputé partout dans le monde. Eh bien non, ça a mis du temps. Ce festival, c'est Taste. Donc il y a eu d'abord Taste of London, ça a commencé par Londres. Et ensuite le festival a essaimé mais partout, 4 coins de la planète. Donc il y en a à Milan, il y en a à Sydney, il y en a vraiment partout. Et donc cette année, enfin, on les reçoit à Paris. Avec des jolis parrains, c'est Joël Rebuchon et Alain Ducasse qui sont parrains. On voit la photo derrière, la photo d'équipe. J'ai dit quoi ? C'est Guy Savoie et Alain Ducasse. Non, je vois pas. Ou alors Rebuchon est caché. Mais peut-être qu'il est quand même aussi partenaire, j'ai un doute tout d'un coup. Et donc ce festival va avoir lieu dans un écrin pas mal. C'est celui du Grand Palais. Alors vous imaginez la nef du Grand Palais et à l'intérieur en fait ils vont reproduire plein de restaurants. Donc non, c'est bien parrainé par Alain Ducasse et Joël Rebuchon. Il devait être absent le jour de la photo. Comme il est chaud aux 4 coins du monde, ceci explique cela. Et donc sont rassemblés les chefs qu'on voit sur la photo, qui sont donc 14 grands chefs parisiens, puisque c'est Taste of Paris. Et chacun va venir avec ses restaurants et faire son plat signature. Donc un peu finalement comme le fooding, sauf que vous avez des chefs partout dans le monde. Nous, Test s'est concentré sur Paris. Et avec 14 grands chefs, ils vont reproduire un restaurant, parce qu'en fait, chacun aura un petit stand où on pourra acheter les bouchées. Je ne sais pas si tu as déjà participé à ce festival dans un autre pays. Jamais. Je connais la cuisine de Pierre Sang et d'Akram, mais... Ce sont donc des chefs fooding ? En tout cas, j'en reconnais 2. Il y a Kay aussi. Ouais. Tout à droite, qui me semble, est aussi fooding. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si le Québec est fooding. Non, d'accord. Bon, donc ça va être une sélection différente de celle du fooding, mais c'est intéressant aussi de découvrir ces chefs. Il y aura aussi des exposants, il y aura aussi des animations. C'est pendant 4 jours, très exactement, puisque c'est du 21 au 24 mai. Donc ça arrive très vite. Les places sont en vente sur le site. Et en fait, les horaires sont assez rigolos, puisque c'est des horaires comme un restaurant, enfin, à peu près. Donc ça ouvre de 11h à 16h, puis de 19h à 23h30. Donc c'est le côté... L'occasion de voir le Grand Palais de nuit. Exactement, voir le Grand Palais de nuit et faire comme si on allait au restaurant, mais au Grand Palais, et pour goûter la cuisine de plein de chefs différents. On va vous passer la petite vidéo teaser qui va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est parti.
le trouve sacrément en appétit. C'est assez... Je disais le teaser, mais je trouve sacrément en appétit. Excusez-moi, mon micro qui me lâche. Et ouais, non, ça donne envie d'y aller. Donc, on retient Taste of Paris du 21 au 24 mai. Comme ça, après, une fois que vous êtes chauffé à Taste of Paris, vous pouvez filer directement au fooding les 4, 5, 6, 7. Je trouve que l'enchaînement est assez bien goupillé finalement. Donc voilà, on vous invite à aller sur le site pour vous inscrire et donc participer à ce festival gastronomique qui va être assez chouette. Sur les événements, on continue avec un autre événement ça fait quoi ? Ça fait 20 ans, il me semble, qu'il existe. C'est la fête du pain. Alors, c'est pas une fête que je crois tu aimes beaucoup. J'ai vu l'affiche ce matin, je me suis dit c'est génial. Pour les intolérants, voilà. Bon, heureusement, le pain, heureusement qu'on le célèbre en France. Hein. Voilà, victoire à ce malheur, où j'imagine qu'on vit très bien avec quand on sait faire, d'être intolérant au gluten. Donc bon, il y a des pains sans gluten, heureusement maintenant, hein, donc je crois qu'on peut se débrouiller comme ça. En attendant, la baguette, c'est quand même quelque chose d'emblématique en France. Le pain fait partie de notre alimentation quotidienne. On est un sacré pays consommateur de pain. Je crois que la consommation avait un peu baissé, donc ils ont voulu relancer le pain et le remettre à table en expliquant que la consommation du pain rentrait dans l'alimentation équilibrée. Ça ne faisait pas forcément grossir, parce qu'à un moment, le pain a eu mauvaise presse, disant que le pain, ça fait grossir, c'est pour ça que j'en mange pas, etc. Non, ça ne fait pas plus grossir qu'un autre aliment, c'est équilibré. Il faut le réintégrer à table. Et donc, pour fêter le pain, c'est la fête du pain. Donc, du 11 au 17 mai, c'est partout en France. Et en fait, vous pouvez, en vous rendant sur le site internet de la fête du pain, donc fêtedupain.com, accéder à tout le programme des animations. Et les animations sont assez variées. Il y a aussi bien des visites de boulangerie où on découvre avec le boulanger comment est fabriqué le pain, aussi bien des dégustations que même des conférences sur le pain et l'alimentation et la place du pain dans l'alimentation. Alors ils ont fait un petit personnage rigolo que j'aime bien qui est super copain, qui est leur petit personnage emblématique. Et qui accompagne l'événement. Alors on va regarder une petite vidéo sur le pain qui en fait est un DVD qui est disponible que vous pouvez acheter et qui vous plonge dans l'univers du pain, vous explique un petit peu la fabrication, etc. et qui est assez bien fait. Très poétique. Ça donne envie d'aller gambader dans les champs à la découverte du pain. Est-ce que tu as déjà fait du pain ? Oui. Du coup, comme je fais mon propre pain sans blé. Alors, qu'est-ce que c'est un pain ? Comment on fait ? En fait, il y a plein d'alternatives. Pour les gens qui mangent pas de blé, il y a plein d'alternatives pour continuer à manger du pain avec du fromage, etc., en prenant des farines diverses. Donc, je mets des noix dedans, tout type de noix, et de la farine de sarrasin. Farine de sarrasin, qui est la farine qu'on utilise d'habitude pour les crêpes. Absolument, pour les galettes. Et ce qu'on appelle du blé noir, en fait, n'a pas de blé à l'intérieur. C'est un faux ami, exactement. Et le sarrasin, par contre, est complètement sans gluten. D'accord. Absolument. Et alors, comment on fait son pain ? Enfin, comment tu fais ? T'as une machine à pain ? Pas du tout. Cette recette est assez simple, en mélangeant un certain nombre de noix et de la farine de sarrasin. Et puis, ce qu'on appelle des graines de chia, qui est un grand truc chez les gens qui mangent un peu vegan, etc. Et qui permet de remplacer l'élasticité du pain. Et ensuite au four. Après, juste au four, tout simplement. Exactement. Dans un four lambda. Ouais. Donc n'importe qui peut faire son pain. Absolument.
Bon, faut essayer. Hein. Je dois avouer que je triche un peu. J'ai une machine à pain, donc ça m'arrive d'utiliser la machine à pain. Dans la maison de vacances, quand il n'y a pas de boulanger à côté, c'est très très pratique. Mais j'ai jamais osé le faire moi-même. C'est-à-dire que moi, je fous tous les ingrédients dans la cuve, ça tourne, et puis d'un coup, le pain sort, il est tout prêt, tout fini, tout bon, quoi. Donc non, je me suis jamais lancée. Et alors justement, quand on va au restaurant et qu'on est intolérant, très simple. Très simple. Puisque à part dans les restaurants italiens où c'est un peu plus difficile puisque pâtes et pizzas sont faites avec du blé, mais bon, il y a quand même le risotto qui est complètement toléré. Sinon, du moment qu'on ne se jette pas sur une corbeille de pain, il y a toujours des options qui soient avec des légumes, des pommes de terre, du riz. Donc en fait, la vie gluten-free est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et alors justement, on parlait de gluten, on parlait de vegan un petit peu. Il y a un livre là que tu vas peut-être pouvoir nous présenter. Alors, qu'est-ce que c'est le vegan ? Tu en parlais justement, et je crois que tu connais un petit peu la pratique vegan. C'est un mode de vie, de la manière qu'il y a des gens qui mangent végétarien. Les gens véganes ne mangent ni viande, ni poisson, ni tous les dérivés comme le lait, le beurre, les œufs. D'accord, c'est vraiment le végétal en fait. C'est le plus extrémiste, j'ai envie de dire, puisque c'est même pas même les œufs, tout ce qui sort de l'animal. Exactement. N'est pas mangé. Exactement. Alors pourquoi il y a tout type de raisons. Certaines personnes pour des raisons de santé, d'autres pour des raisons de respect de l'animal, d'autres parce que c'est pour faire attention à son poids, d'autres pour un effet de mode. Mais par exemple là j'aperçois des spaghettis de courgettes qui sont avec une machine qui en fait permettent avec une courgette créer des spaghettis et ça fait très bien illusion. D'accord, donc en fait il y a plein de façons de revisiter la cuisine et de s'amuser en cuisinant vegan. Absolument. C'est ça. Et alors, donc il y a des gens qui ne sont que vegan. Toi par exemple tu n'es pas vegan. Ça t'arrive de cuisiner vegan. Absolument. Mais je ne suis pas vegan. C'est pas du tout un choix de vie. Mais on peut absolument tout faire en fait. Parce qu'une mousse au chocolat, si on n'a pas d'œufs à la maison, il suffit de remplacer avec banane, avocat et cacao. Quelques dattes pour apporter du sucré. Et ça fait une mousse au chocolat vegan qui se conserve plus facilement, se digère mieux et est tout aussi bonne. Bon alors à tester. Alors justement pour vous initier à la cuisine végane, il y a ce livre qui s'appelle Les blogueuses cuisine végane, où en fait plusieurs blogueuses qui ont des blogs de recettes véganes ont écrit ce livre pour partager justement des recettes, je pense assez simples à faire à la maison. Je trouve le livre assez joli, c'est très coloré. Donc à chaque fois, il y a une petite présentation de la blogueuse et puis ses recettes, pancakes aussi sans gluten. Je pense que si vous avez envie de tester ce mode, cette façon de cuisiner, qui effectivement est une alternative qui peut être intéressante pour la santé, qui est même complètement intéressante pour la santé, ça me paraît un bon achat à faire. Et donc c'est Cook & Blog qui fait ça, c'est les éditions Larousse et c'est 12,90 €. Voilà, donc à découvrir. On continue sur quelque chose de beaucoup moins vegan. On va reparler un peu de vin, mais cette fois sur un événement. Est-ce que tu aimes le sauterne ? Oui. Ah, bien, j'adore. En décembre surtout. Surtout en décembre avec le foie gras. Exactement. C'est ça. Alors le sauterne, donc ce vin doux, même liquoreux, de la région bordelaise, est assez connu, assez réputé. Il y a notamment le fameux château Yquem qui est reconnu et connu à travers le monde entier. Et pour célébrer le Sauterne, c'est la 3e édition de Sauterne Fête le Vin. Donc il y a un peu l'écho de Bordeaux Fête le Vin, qui est une grosse manifestation qui a lieu tous les 2 ans à Bordeaux. Et là, ils font Sauterne Fête le Vin, avec donc cette volonté de faire déguster du Sauterne, finalement pas qu'aux fêtes, parce que c'est vrai que les gens le consomment beaucoup aux fêtes. Moi, je suis capable d'en boire toute l'année, sur un roquefort, sur un poulet rôti, sur des huîtres même, il faut essayer, c'est assez étonnant. Sur du poisson cru, sur la cuisine asiatique, ça marche super bien, parce que comme c'est très rond et très doux, vous le mettez avec tous les plats un peu sucrés salés ou épicés, ça va super bien marcher. Donc voilà, le Sauterne est un vin qui se boit donc toute l'année, et là, à l'occasion de Sauterne Fête le Vin, on est donc
à Sauternes. Et il y a des animations, des jeux, il y a un marché de producteurs évidemment, des dégustations. Donc vraiment une ambiance festive, profiter des premiers jours du soleil autour du Sauternes, sur la place d'un petit village. Donc c'est en plus absolument pittoresque. Donc si vous êtes dans la région, c'est le 23 mai. Et je vous invite grandement à aller fêter le Sauternes. C'est un vin qui le mérite. Toujours dans la région. Alors Sauternes, on boit du vin, mais on court aussi. Il y a un marathon. Ouais. Non, je sais pas si tu cours. Oui. Beaucoup. Semi-marathon, jamais marathon. Semi-marathon ? Ouais. Waouh, ok. Donc les 20 et 21 km. Ouais, okay. Et quelques débrouettes, parce que c'est une distance qui n'est pas fixe. Enfin, c'est 42 et quelques. Oui, normalement, c'est 42 195. Voilà. Donc là, ça fait 21 voilà. Et des brouettes. D'accord, on n'est pas très bien à calcul. Donc moi, je suis très, très admirative des gens qui peuvent courir comme ça des marathons, des semi-marathons. Quand je me fais 10 km, déjà, je suis contente. Et donc là, en fait, c'est autour des plus beaux châteaux. Donc il y a un côté hyper touristique, finalement. Je crois que quand vous courez au milieu déjà de la nature, et puis au milieu des plus beaux châteaux de Sauternes, c'est quand même assez impressionnant. Et donc le départ se fait au château Guiraud, qui est un château très célèbre, et se finit bien évidemment à Yquem, finit au château Philo, et il passe dans les jardins du château d'Yquem. Donc c'est quand même assez chouette comme parcours. Donc là pour le coup c'est le lendemain, c'est le 24 mai. Donc si vous voulez vous faire votre week-end Sauternes, ceci dit, je vous conseille pas de boire du Sauternes la veille de votre marathon. Ça me paraît pas être une super idée. Mais bon, en tout cas, il y a un truc à faire ce week-end-là. C'est donc le 24 mai, c'est la 3e édition. 3e ou 5e, je ne sais plus à force. La 5e, pardon. C'est la 3e de Sauternes Fête le Vin, mais c'est la 5e du marathon. Et donc, il y aura plus de 8 nationalités présentes. C'est l'occasion de faire en plus un marathon international. Voilà pour toute l'actualité gourmande. Merci beaucoup Victoire d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Donc on rappelle que Victoire est responsable de la communication au Fooding, un poste qui doit en faire rêver un paquet, puisqu'en fait tu es à la fois proche des chefs, proche des événements, tu passes beaucoup de temps dans les restaurants, enfin c'est un métier très gourmand. Et donc c'est les 15 ans du Fooding, on leur souhaite encore un joyeux anniversaire. C'est les 5, 6 et 7, je vais y arriver, c'est la revanche des faubourgs. Évidemment, tu nous attends nombreux. Absolument. Et n'oubliez pas, si vous voulez devenir le reporter officiel du Fooding pour ces 3 jours de folie, il faut sur Instagram poster une photo avec le hashtag Fooding15. Fooding15. Et sur toutes vos photos de bouffe, ne mettez pas les moches, plutôt les belles, c'est le but quand même. Si vous faites repérer, vous serez sélectionné pour aller passer ces 3 jours avec toute l'équipe. On vous attend sur les box SFR Free Bouygues, vous avez vu les numéros, et sur les réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt.